paraîtrait que lorsqu'on a connu cette petite forteresse lorsqu'on était jeune, on devient fan du gouffre de Helm en grandissant. Eh bien moi je peux vous garantir que c'est le cas. Effectivement de 1 je l'ai connu et de 2 je l'ai même racheté pour mon fils afin qu'il puisse lui aussi découvrir ce jeu incroyable. Et je trouve également que ça fait une bonne intro pour cette vidéo car évidemment on va parler de ce fameux film, Le Seigneur des Anneaux, War of the Rohirrim. Et ça tombe bien parce que ça raconte une grande partie de l'histoire du gouffre de Helm. Du coup, je préfère vous prévenir tout de suite, c'est un excellent film. Je fais pas cette vidéo pour vous convaincre d'aller le voir parce que la plupart des fans du Seigneur des Anneaux vont aller le voir. Je préfère vous le dire tout de suite, il y aura des spoilers, on va vraiment parler de l'histoire en profondeur, de la construction du lore du Seigneur des Anneaux, de tous les clins d'œil que j'ai pu voir, des excellents points positifs dans l'écriture de ce film, quelques faiblesses, dont on parlera également. Et donc sans plus tarder, on va passer directement à l'intro du film. Alors j'aimerais vous dire, pas trop de surprise, ça reprend un petit peu les ficelles qu'on avait vues dans le trailer. On passe de la carte de la Terre du Milieu, petit à petit, elles se font plus ou moins en match cut sur cet univers animé représentant du coup la Terre du Milieu, pour ensuite petit à petit découvrir le personnage d'Hera, qui sera évidemment le personnage principal du film. Alors, vous savez quoi? Je trouve l'idée excellente. Et techniquement, en plus, c'était compliqué. Et cette introduction au film, qui est plus ou moins un plan séquence d'ailleurs, si vous voulez, c'est un petit peu compliqué à mettre en place quand c'est des dessins qu'on vient animer comme ça, qu'on vient en plus juxtaposer à de la 3D. Et vous savez quoi? Je trouve que ça rend pas forcément hommage à la direction artistique et à toutes les images exceptionnelles qu'on verra par la suite dans le film. Ceci dit, la voix off est exceptionnelle et vous savez quoi? Dans la version originale, c'est Miranda Otto qui l'a fait. C'est la narratrice. Et pour ceux qui connaissent, c'est l'actrice qui joue Éowyn dans Le Seigneur des Anneaux. Ce qui commence un petit peu à rappeler le lore du Seigneur des Anneaux. Et qui fait déjà le lien avec le Hobbit et la trilogie de Peter Jackson. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'elle est extrêmement bien écrite. On a la dernière phrase qui fait le lien entre la musique et les récits et qui vient ouvrir un petit peu une bonne fois pour toutes le film. Et là, on a une musique épique, là, on a des plans Seigneur des Anneaux, et là, je me suis dit, waouh, on y est. Et quel plaisir vraiment de se replonger dans cet univers, heureusement. Et donc, dès le départ, on voit ces aigles majestueux, dont l'envergure est immense, plus grande que dans les films de Peter Jackson, voulu ou pas, mais ça on pourra en reparler, parce que c'est pareil pour le gouffre de Helm et pour certaines choses, d'accord? Et tout de suite, pareil, on a un lien avec le Seigneur des Anneaux, où Hera évoque le fait que les aigles pourraient communiquer avec les magiciens. Et donc ça, vous vous doutez bien, ça fait le lien également avec Gandalf un peu plus tard. Ceci dit, on va en reparler de ça. Mais du coup, avant de parler de tout ça, il faut absolument que je vous parle de la direction artistique et des costumes. On est, pour moi, dans un respect énorme, immense de ce que représente le Rohan, évidemment avec des inspirations de l'œuvre par Peter Jackson. Donc forcément, ça plaît à ceux qui ont apprécié la trilogie et qui ont vu Edoras et qui ont découvert Edoras dans Le Seigneur des Anneaux les Deux Tours. Mais vous voyez, on a plus ou moins des nouveautés dans la façon d'habiller les personnages, de les coiffer, et tout un tas de choses qui sont propres au film et propres à l'animation. Et ça, je tenais à le souligner parce que vraiment, pour moi, il y a quasiment aucun point négatif concernant les images, la représentation, les vêtements, les armes, les armures du Rohan. Et tout de suite, extrêmement facilement, ça commence déjà à parler de l'intrigue et des problèmes plus ou moins liés aux alliances Gondor, Rohan, un roi qui commence à vieillir, qui montera sur le trône par la suite. Est-ce qu'avec un mariage, des personnes peuvent accéder au trône ou pas au trône? Vous vous doutez bien, c'est un petit peu le cœur du problème. C'est un petit peu l'élément perturbateur, si vous voulez, qui va petit à petit tirer les ficelles du film. En fait, Freka a un fils qui s'appelle Wolf. Il aimerait que son fils se marie à Hera, qui est la fille de Helm Hammerhand. Sauf que ça plaît pas du tout au roi en personne, mais également ça ne plaît pas à sa fille Hera. Et le ton va vite monter entre les deux hommes. Ils vont vouloir régler leurs problèmes à l'extérieur. Le roi Helm Hammerhand va envoyer un crochet d'une puissance immense à Freka qui va s'écrouler et mourir sur le coup. Et tout ça sous les yeux de son fils Wolf. Et ça va participer à l'escalade de la violence entre les deux familles. Et c'est là un petit peu, si vous voulez, le point de bascule de l'histoire.
Wolf veut se venger, et là, l'histoire prend une toute autre tournure, une tournure extrêmement violente. Avant de continuer un petit peu cette histoire, les points forts et les points faibles, le film a extrêmement bien pensé et mis en œuvre. C'est-à-dire que, une nouvelle fois, c'est pas le genre de film sur lequel on s'ennuie, mais on comprend le temps qui passe, les semaines et les mois, d'accord? C'est-à-dire que la vengeance de Wolf ne va pas se faire en claquant des doigts. Et donc on a toute une intrigue qui met même une part de mystère tout autour d'une montée de la violence autour d'Edoras et sur les terres du Rohan qui commence à inquiéter le roi Hammer-End et la ville d'Edoras. Et dans cette intrigue que je trouve excellente, on a une sorte de montée de la violence qui se fait vraiment petit à petit, et je peux vous garantir, on se rend même pas compte de à quel point l'escalade va partir très haute, beaucoup plus haute que ce que vous pouvez voir dans le Seigneur des Anneaux par Peter Jackson. On a un espèce de petit côté bête du Gévaudan. On ne sait pas trop ce qui se passe, on sait que des chevaux et des hommes se font massacrer, qu'on retrouve comme ça leur corps à travers le Rohan, et Hera commence entre guillemets à mener l'enquête, jusqu'au jour où ils vont découvrir que un Mumakil, arpente les terres du Rohan et s'en prend même à eux. Et c'est pendant, si vous voulez, ce combat assez épique d'ailleurs, on a Hera qui va s'enfoncer dans une forêt, connue pour abriter un guetteur des eaux, pour essayer de créer un guet-apens contre Mumakil. Elle va arriver à ses fins. Le guetteur des eaux fait partie un peu de la liste de toutes ces créatures que les créateurs voulaient mettre dans ce film parce qu'elles ont énormément suscité de l'attention dans les films de Peter Jackson. Évidemment, quelques années plus tard, ça continue de plaire au public. En tout cas, moi, ça m'a plu. Ceci dit, cette scène n'était pas forcément utile. Elle est utile au lore, à la découverte du guetteur des eaux sur lequel on met un nom et qui permettra du coup dans le Seigneur des Anneaux d'un peu plus comprendre pour ceux qui aimeraient regarder les films dans l'ordre, mais ce qui est très intéressant, c'est la rencontre que va faire Hera par la suite, qui va également bouleverser l'histoire. Elle se retrouve enlevée, et on la retrouve en Isengard. Et oui, Wolf a pris possession de l'Isengard, avec ses hommes, mais également rejoints par les Dunlendings, et c'est là que Hera du coup va découvrir que Wolf était en train de monter son armée et de vouloir prendre le trône par la force. Et la discussion du coup qu'ils ont autour de ça est extrêmement intéressante et très bien ficelée. Parce qu'en fait, cette personnage, en plus d'avoir des compétences en combat exceptionnelles, elle est aussi extrêmement maligne et on a affaire à une scène, on va dire, de négociation pour éviter la guerre que j'ai rarement vue dans des films. Parce que là, vraiment, elle va lui expliquer le pourquoi du comment, ce qui se passe s'il prend le pouvoir par la force, ça va pas se passer comme prévu, qu'il va régner sur un Rohan complètement désastré, détruit. Elle va aussi donner quelques arguments supplémentaires, mais des arguments supplémentaires qui justifient que Wolf est un véritable antagoniste. On va se dire, mais je vais pas forcément développer plus sur le sujet, mais ça continue, si vous voulez, le fait qu'on considère ce personnage comme un antagoniste et pas simplement un fils qui aimerait venger son père qui aurait pris des mauvaises décisions, on va voir que le fils a réellement des mauvaises intentions, vont petit à petit se dévoiler, et les amis, on a affaire à un personnage, encore une fois, rarement vu dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Hera réussit à s'enfuir, d'ailleurs, c'est là qu'on voit les capacités de combat et de stratégie de Olwyn, qui est, si j'ai bien compris, sa gouvernante, qui fait partie, vous verrez, et si vous l'avez vu, du top 5 des personnages de tout le film. Elle s'enfuit d'Isengard, mais là la guerre est inévitable. Chose à quoi, vous vous doutez bien, le roi Hammer-End répond. Et donc, une grande bataille se prépare. Une bataille d'ailleurs qui rappelle un petit peu, à beaucoup plus petite échelle, la charge sur les champs de Pelennor. Et il y a des détails extrêmement intéressants que je me dois de vous partager. La première, c'est le discours du roi avant la charge, qui rappelle celui de Théoden, mais il y a également le corps du Rohan, mais le détail vraiment que j'ai très apprécié, c'est le fait que vous savez, lorsque une cavalerie commence à charger, en fait, les chevaux, ils sont obligés de partir petit à petit. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque superbement bien dans le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi, lors de la charge sur les champs de Pelennor. Le fait que les chevaux mettent un petit peu de temps à démarrer avant que la charge prenne vraiment de l'ampleur, on le retrouve également dans cette charge. Et moi, je pense, et je suis quasiment sûr, que les animateurs et les dessinateurs se sont inspirés de la charge qui, je trouve, est très naturelle et c'était quelque chose que j'avais quasiment jamais revu dans des films depuis Le Retour du Roi et qu'on retrouve du coup dans cette scène. Et ça, je me suis dit tout de suite, il faut absolument que j'en parle. Vous verrez, vous le reverrez peut-être le film et vous noterez peut-être également ce détail. Ceci dit, pour moi, cette bataille souffre de quelques faiblesses. La première, c'est qu'on voit, je trouve, pas assez d'hommes
de cavaliers à l'image, ce qui retire un petit peu ce côté épique. Le point où les deux armées se rencontrent d'un coup, pareil, on n'a pas cette puissance qui est dégagée dans certaines autres scènes de combat qu'on pourrait reciter. Il n'y a pas que les scènes réalisées par Peter Jackson qui sont excellemment bien mises en avant. Hein. Sur Game of Thrones, pareil, on a un petit peu le même principe. Je pense aussi à 300, excellentissime film, qui pareil, je trouve au niveau de la réalisation des combats, c'est une pépite. Et ça, c'est très important, en tout cas à mon sens, d'avoir cette puissance dégagée par le premier contact entre les deux armées. On l'a pas vraiment, par exemple, dans ce film. Mais c'est pas grave. Il y a d'autres ficelles extrêmement pertinentes qui sont intéressantes, si vous voulez, à exploiter. Parce que, si vous voulez, en plein combat, on comprend qu'il y a déjà un jeu de trahison qui se met en place. Et qui, en fait, explique pourquoi une armée va prendre le dessus sur l'autre, pourquoi, du coup, le roi Hammer-End s'apprête peu à peu à perdre la bataille. Mais la bataille n'est pas finie, c'est ça qui est intéressant. Écoutez-moi bien, on a des clins d'œil et des plans qui sont incroyables. Écoutez-moi bien. On a une escalade d'un Mumakil exceptionnelle, qui rappelle d'ailleurs celle de Legolas dans Le Retour du Roi. On a Hera qui s'apprête à tirer une flèche d'arbalète immense dans la bouche d'un Mumakil. La stratégie qu'elle met en place pour faire peur au Mumak et pour arriver à le mettre hors de portée de nuire, si vous voulez, je trouve ça très intéressant. Ça a du sens, si vous voulez. Et c'est à peu près à ce moment-là de la bataille que le film va prendre une autre ampleur. Écoutez-moi bien. C'est là que Alette, qui est déjà un personnage plutôt bien développé, qui suscite quand même un certain attachement de la part du spectateur, dont moi, qui va malheureusement perdre la vie d'une flèche dans le cou. On n'est pas comme Boromir qui petit à petit se fait toucher. Là, c'est Wolf qui va tout de suite le toucher et le tuer sur le coup. Et là, première mort, on fait waouh, c'est pas possible. Helm Hammer-End, en voyant la scène, fonce pour le venger, et pareil, lui et ses cavaliers se font abattre. Ceci dit, lui survit, et on en reparlera du coup dans l'histoire. Mais ce n'est pas fini. Le peuple d'Edoras fuit la ville, heureusement en avance parce que Hera l'avait prévu, et ils vont fuir peu à peu vers Fort-le-Corps, parce qu'il ne s'appelle pas encore le gouffre de Helm dans le film. Forcément, il y a toute une histoire derrière. Le problème, c'est que Amma, lui, est resté en retrait parce que son cheval était bien trop fatigué, peut-être un peu vieux, et il va se retrouver à combattre Wolf et ses serviteurs. Problème, ils sont trop nombreux, il se fait capturer, et une nouvelle fois, à peine quelques minutes après la mort d'Alette, Wolf le tue également devant tout Fort-le-Corps, dont Hammer-End et Hera. Et on se dit, mais quel antagoniste sans honneur et sans pitié! C'est quelque chose de très très fort. Et on pourrait se dire que ça s'arrête là. Il dit également à ses serviteurs de laisser le corps pourrir devant les murailles de Fort-le-Corps. Vous voyez un peu le truc, c'est à mon sens beaucoup plus dark que ce qu'on retrouve dans la trilogie de Peter Jackson par exemple. Pareil, on n'a pas ça dans Les Anneaux de Pouvoir. Et vous voyez, ça pour moi c'est le genre d'intrigue qui s'inspire un petit peu dans Game of Thrones. Il y a des personnages auxquels on s'attache beaucoup qui perdent la vie, des antagonistes extrêmement vicieux, avec peu d'honneur, et qui sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Et donc les deux armées se retrouvent au niveau de Fort-le-Corps, alias le gouffre de Helm, mais pas encore. On a une représentation du coup de ce gouffre de Helm un petit peu différente de ce qu'on retrouve dans les films de Peter Jackson. La muraille, par exemple, en dessous du bastillon, j'ai l'impression qu'elle est 2 fois plus grande en hauteur, ce qui lui donne un aspect encore plus imposant, et ce qui va d'ailleurs justifier un parti pris au niveau de la bataille finale et au niveau du siège un peu plus tard dans le film. Et donc on va découvrir ce gouffre de Helm un peu plus en détail que dans le Seigneur des Anneaux. Donc là, on développe le lore, extrêmement intéressant. On a trop de trucs intéressants. On a une espèce de vieille femme qui s'occupe de Fort-le-Corps depuis 40 ans et qui explique que les réserves de nourriture sont trop faibles, ce qui va justifier que le siège va être compliqué. Et cette femme, elle a l'air d'en savoir plus que plein de personnages. Elle me rappelle un petit peu la vieille femme qui est considérée comme une sorcière dans le dessin animé Ivanhoe. Pour ceux qui ont la ref, il faut y aller. Et donc on a toute cette nouvelle intrigue dans le gouffre de Helm qui est extrêmement intéressante, parce qu'on a le roi Hammer-End qui doit récupérer parce qu'il est blessé. Il y a la préparation du coup du siège du côté des bad guys mais également des good guys. Et il y a 2 choses qui se mettent en œuvre. La première, c'est qu'on sait que le siège va durer longtemps. Le second, c'est qu'il y a une espèce d'immense tour en bois qui se construit devant les murailles, hors de portée des flèches. Quelque chose que je n'avais jamais vu dans des films et qui n'était pas vu également dans Le Seigneur des Anneaux par Peter Jackson. Mais à côté de ça, Helm Hammer-End n'a pas dit son dernier mot. Il finit par
apparemment guérir de ses blessures, et une mystérieuse force extrêmement puissante s'en prend au campement des Dunlendings pendant des jours et des jours et des jours, faisant beaucoup de morts de leur côté. Et les Dunlendings commencent à dire « Mais c'est le roi Hammerhand qui a pris une apparence monstrueuse, il est inarrêtable. » Et en plus de ça, c'est combiné au corps qu'ils entendent à chaque fois qu'une attaque a lieu. Et ça commence à les terrifier, et d'ailleurs ça aura un impact sur le reste du film. Le problème, c'est que on sait qu'on est dans l'univers du Seigneur des Anneaux, mais de se dire qu'un personnage va prendre une autre forme, encore plus forte, encore plus imposante, alors qu'il était blessé, c'est un peu compliqué à comprendre. Et c'est là que Hera va mener un petit peu l'enquête. Elle va se rendre compte que, en fait, il y a des galeries souterraines à Fort-le-Corps qui permettent, si vous voulez, d'accéder à l'extérieur de la forteresse et qui permettraient, soit de prendre la fuite, ou d'organiser ces attaques. Et c'est là peut-être que j'ai besoin de vous, parce que c'est pas vraiment expliqué dans le film. Parce qu'en réalité, ces attaques, elles sont pas vraiment menées par Hammerhand. Elles sont menées par un troll des montagnes, extrêmement imposant, et qui serait plus ou moins aussi lié à 2 orques, dont un qui récupère les anneaux sur le corps des Dunlendings pour les amener au Mordor. Et là, du coup, on a la réponse à ce qu'on a vu dans le trailer. On pensait que c'était un personnage extrêmement important qui devait absolument prendre tous les anneaux sur tous les hommes qu'il pouvait croiser. Car à mon avis, c'est plein d'orques comme ça qui ont reçu l'ordre, quoi qu'il arrive, de prendre le maximum d'anneaux possible. D'ailleurs, la représentation des orques, beaucoup plus élancée et terne que ce qu'on peut retrouver du coup dans certaines représentations, que ce soit dans Ring of Power et Seigneur des Anneaux. Très intéressant. Ça, Hera le découvre. Et cependant, elle se fait attaquer par ce troll des montagnes. Heureusement, son père vient la sauver. Et c'est là qu'il y a pour moi une nouvelle faiblesse au niveau de la trame narrative. Alors, la première, c'est qu'on ne sait pas du coup si ces attaques ont été plus ou moins menées ou organisées par Helm Hammerhand. Est-ce que c'était lui qui soufflait dans le corps de Fort-le-Corps quand il savait que le troll des montagnes allait attaquer, ou est-ce qu'il a fait en sorte d'attirer un troll des montagnes sur les hauteurs afin d'avoir un flanc sur lequel il pouvait prendre le contrôle, sur lequel il pouvait en tout cas faire des dégâts sur l'armée des Dunlendings? Ça, on ne sait pas trop, et j'ai envie de vous dire, à la limite, peu importe, mais si vous avez des théories, je suis preneur. Donc là où on a vraiment un problème, c'est que Wolf entend un petit peu qu'il se passe quelque chose sur le flanc de la montagne et décide de s'y rendre. Et c'est là que Helm Hammerhand et sa fille, du coup, le voient lui et ses serviteurs arriver. Donc eux, ils veulent fuir et c'est là que je comprends pas. C'est en fait, ils vont fuir devant la porte du gouffre de Helm, donc vraiment en redescendant, vous imaginez, le flanc de la montagne, en passant en partie dans le camp des Dunlendings pour remonter à la porte principale. Alors que, normalement, à quelques mètres, il y a l'entrée de la grotte, entre guillemets, secrète, qui permet d'accéder au fort. Alors, est-ce qu'ils le font pour éviter que cette entrée soit connue par les Dunlendings? Mais à ce moment-là, ça aurait été bien d'expliquer, qu'ils le disent entre eux. Ou est-ce qu'ils n'y ont pas pensé? Ou est-ce que, et c'est là que c'est intéressant, ça va justifier, en fait, la fin de Helm Hammerhand, qui va se battre jusqu'à son dernier souffle et qui va rester debout jusqu'à son dernier souffle pour combattre le maximum de Dunlendings possible. Il meurt debout, dans le froid, de quelque chose. Effectivement, c'est une scène absolument épique qui évidemment participe au lore du personnage et effectivement après peu à peu a donné le nom de Helm Hammerhand au gouffre de Helm, ça on y reviendra. Et donc c'est pour ça que je me dis, bon, cette incohérence, le fait qu'il ne rentre pas par ce tunnel secret est justifié, d'accord? Et on garde aussi cette espèce de petit secret entre le roi Hammerhand qui serait revenu beaucoup plus grand, beaucoup plus fort pour faire des dégâts chez les Dunlendings. Est-ce que c'était voulu? Est-ce qu'il s'en est servi? Qui sonnait le corps pendant ces batailles? Hera devient donc la digne héritière du trône du Rohan. Ceci dit, leur armée est extrêmement affaiblie. On a cette mystérieuse tour, qui est un espèce de pont-levis qui peut en fait se baisser pour pouvoir attaquer la forteresse. Et donc l'assaut final semble inévitable. Mais le problème, c'est comment mettre en sécurité la population, comment défendre le gouffre, et ça, Hera va devoir répondre à ce problème. Et c'est là qu'elle va penser aux aigles, parce qu'elle en a vu voler un qui semble avoir un nid pas loin dans les hauteurs des montagnes entourant Fort-le-Corps, et elle décide de s'y rendre. Et c'est là d'ailleurs qu'il y a une petite touche d'humour entre elle et Olwyn concernant leur plan qui semble à chaque fois un petit peu risqué. Et ça c'est cool parce que dès qu'il y a quelque chose qui est un petit peu incohérent ou qui semble risqué, ils le disent dans le film. Et ça moi je pense que c'est important dans les films. Souvent quand le spectateur peut se dire « Oula c'est too much »
Ou là, pourquoi ils prennent ce genre de décision? Bah souvent, des fois, dans les films, les scriptwriters le font savoir. Et donc soit ils y répondent avec humour, ou soit ils y répondent, comme on le verra avec Wolf, de manière totalement légitime. Elle finit du coup par s'allier avec l'aigle qui va porter un message à Frealaf. Et vous avez vu, ça fait toujours un petit peu le lien avec Le Seigneur des Anneaux, la trilogie comme on la connaît bien. Il y a des messages qui se passent, que ce soit par le feu, que ce soit par les aigles, etc. C'est toujours un peu les mêmes ficelles et qui vont appeler une armée pour défendre une autre. C'est toujours un peu les mêmes ficelles. Ceci dit, là, il y a une petite nuance, c'est que elle va, dans ce message-là, porter le casque de son père, Hammerhand, afin que Frealaf le porte, en espérant que ça puisse éveiller la crainte, si vous voulez, chez les Dunlendings. Bon, ça, je trouve que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Ceci dit, c'est bien pensé. Moi, j'aime bien, en fait, si vous voulez, quand il y a un petit peu d'innovation, que ce soit dans les combats, que ce soit dans les stratégies, que ce soit dans l'écriture en règle générale. Et ça, why not? Tout comme, pour moi, une des grandes forces du film qui est également sa faiblesse, c'est la construction de cette tour d'attaque entre guillemets qui se révèle en fait un pont-levis sur lequel en fait des centaines d'hommes peuvent passer. Ça c'est très intéressant. Par contre, ça comporte des faiblesses et on va en parler de suite. Parce que ça y est, la bataille est inévitable. Donc Hera et Olwyn mettent en place une stratégie pour pouvoir contenir un petit peu cette bataille, qui consiste, un, à appeler du coup des renforts, et deux, en attendant que les renforts arrivent, gagner un maximum de temps possible. Et donc ça y est, c'est donc bien ce qu'on avait vu dans le trailer de War of Rohirrim, on a bien du coup ce pont qui vient tomber comme ça sur la forteresse. Alors déjà il y a des trucs que je comprends pas trop, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un au-dessus du pont qui joue du tambour, donc ça c'est bien, ça rajoute ce côté épique, mais lui en réalité je crois qu'il meurt sur le coup quand le pont bascule comme ça. Que les Dunlendings manquent un petit peu peut-être d'humanité, ouais, mais de là à perdre un homme pour ça, je trouve ça bizarre, mais why not? Donc du coup, le pont descend, et il faut savoir que la population est en train de fuir par ce fameux passage secret dans les grottes, et il n'y a plus beaucoup d'hommes pour défendre le fort. C'est du coup Hera qui s'occupe directement, à cheval, de monter, d'aller sur la muraille, et de monter sur ce pont, afin de combattre l'ennemi, et de gagner du temps. Et c'est là que du coup, j'ai une seconde fois, il y a quelques incohérences, mais qui sont un petit peu justifiées, c'est qu'elle va proposer à Wolf un combat. Le conseiller de Wolf qui rétorque à Wolf du coup que c'est pas une bonne idée, que c'est probablement pour gagner du temps, etc. Il en a rien à faire, il écoute quand même, et ça c'est bien parce qu'en fait, Wolf il devrait se douter qu'elle a plus d'un tour dans son sac, et ça justifie une nouvelle fois que ce personnage a complètement même perdu la raison. Il y a un combat, vous vous doutez bien, elle l'emporte. Problème, c'est que en fait, il fait mine de se rendre, mais il se rend pas. Donc du coup, finalement, l'assaut est mené. Et c'est là que, effectivement, j'aimerais vous parler de ce fameux pont-levis gigantesque. Excellente idée comme l'assèchement du fleuve en Eregion pour la série Les Anneaux de Pouvoir. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment vu dans des films et qui pourrait être extrêmement intéressant à développer. Mais le truc, c'est que c'est en bois, d'accord? Ça prend des semaines à être construit. Et donc, à l'intérieur de la forteresse, ils peuvent commencer à se défendre pour savoir comment, en fait, ils peuvent abattre ce pont et pour qu'en fait, l'assaut dure pas trop longtemps. Et moi, c'est ce que je me disais. J'étais en train de réfléchir pendant que je regardais le film. Je dis, mais ça, en fait, s'ils ont un petit peu d'huile bouillante, du feu, etc., en fait, le pont, il va pas tenir longtemps. Alors, peut-être suffisamment pour que des centaines d'hommes puissent passer attaquer les murailles, donc c'est peut-être suffisant, vous allez me dire. Mais en tout cas, effectivement, ils en viennent assez vite à bout. Et donc, c'est pour ça que je trouvais ça un peu dommage. Mais ce que j'ai vraiment trouvé dommage, du coup, dans cette bataille, c'est que finalement, une nouvelle fois, on se retrouve avec peu d'hommes, là du coup c'était Dunlendings, représentés à l'image, qui vont vraiment s'attaquer au fort. On voit peut-être une centaine d'hommes passer, si vous voulez, à côté de Hera. Moi je m'attendais à un petit peu comme les Uruk-hai, à ce qu'il y ait un flux continu, qui vienne nous prendre aux tripes, et de se dire non mais en fait ils ont intérêt vraiment de partir le plus loin possible là, dans le gouffre de Helm, parce que là c'est une armée qui est inarrêtable. Ils auraient pu vraiment représenter des scales au niveau des armées, bien que ça, à mon avis, ça demande beaucoup de budget, beaucoup de travail, sur quelques plans, vraiment qu'on comprenne l'importance des armées. Peut-être parce qu'on a été trop, si vous voulez, habitué à l'immensité des armées dans certains films, dont Le Seigneur des Anneaux et les dizaines de milliers d'Uruk-hai ou les fameux 200 000 orques sur les champs de Pelennor. Donc au bout d'un moment, en fait, finalement, quand on voit des centaines de combattants, pour nous, on trouve que c'est plus assez épique ou autre. Vous voyez, mais c'est pareil du coup pour la charge qui va être menée par Frealaf. C'est-à-dire que pareil, on voit pas tant d'hommes que ça à cheval. Et par-dessus ça, les Dunlendings vont voir en fait le haut
du casque du coup porté par Frealaf qui rappelle la silhouette de Helm Hammerhand et qui les terrifie encore plus parce qu'ils se disent ah bah en fait on l'avait pourtant vu mourir devant nous mais là il est réapparu une nouvelle fois un petit peu comme la légende qu'il y avait avant mais dans le feu de l'action alors qu'il y en a déjà beaucoup qui ont passé le pont, etc. Est-ce que ça pouvait le justifier? Le problème, c'est qu'il fallait pas non plus qu'il y en ait trop qui rentrent dans le fort, étant donné qu'il y avait une partie du peuple qui fuyait dans les grottes. Est-ce que ceci justifie cela? Peut-être. Mais c'est là où, bien que ça soit un film exceptionnel, très bon, là je me dis que ils ont peut-être loupé une occasion de rendre la bataille encore plus épique. La bataille finit par être remportée, Wolf meurt, et on arrive petit à petit à la fin de l'histoire, mais ce n'est pas fini, parce qu'en réalité, cette fin de l'histoire qui est, du coup, rappelez-vous, on a la narration par Miranda Otto, qui fait le lien du coup après avec le Seigneur des Anneaux, et on comprend du coup que, ça y est, les mots sont dits, Hera dit que Fort-le-Corps portera maintenant le nom du gouffre de Helm pour rendre hommage à son père. On a aussi du coup un arc un petit peu politique où en fait il faut du coup s'occuper d'Isengard et c'est là qu'en fait on voit du coup Saruman dans le film et on comprend pourquoi Saruman occupe Isengard par la suite. C'est lui qui reprend les rênes là-bas. Saruman était encore du bon côté, si vous voulez. Donc pareil, vous avez vu, une nouvelle fois, on a un lien. Ça, c'est vraiment cool. Mais ce n'est pas fini. On a aussi du coup un lien avec Gandalf. Et on comprend que lui aussi, il commence à chercher des réponses, etc., qui vont indiquer un petit peu le début du Seigneur des Anneaux, comme on le connaît bien. Avec, en plus en fond, une musique rappelant avec les premières notes les musiques emblématiques du Seigneur des Anneaux. Et ça, là, c'est absolument incroyable. Donc c'est un film qui dure un peu plus de 2 heures. Très sincèrement, j'ai pas vu le temps passer. Donc excellent à ce niveau-là. Le pacing est très très bon. Au niveau de la direction artistique, on est pareil sur quelque chose qui est excellent, qui reprend les codes, du coup, évoqués par Tolkien, qui avait été aussi repris par Alan Lee, John Ho et Peter Jackson dans la création du Seigneur des Anneaux, comme en tout cas on l'a connu dans les années 2000. On a le retour de certaines créatures qui nous ont terrifiés, etc., qui participent un petit peu à nous replonger dans les films qu'on a tant appréciés et qui, en plus, pour la plupart, sont justifiés. Donc ça, c'est vraiment chouette aussi. Par-dessus, des intrigues parfois assez profondes, comme vous avez vu, cette histoire avec Hammerhand qui attaque le camp des Dunlandings, les passages secrets dans le gouffre de Helm, toutes les histoires qui ont mené à ceci et cela dans le Seigneur des Anneaux, et donc finalement tous les liens qui sont créés entre. Et voilà, une nouvelle fois, j'aimerais quand même mettre en avant les petites prises de risque qu'ils ont pris au niveau des batailles, en particulier sur le siège du gouffre de Helm, parce que c'est pas forcément facile de rendre un siège épique finalement. Ils ont pour moi réussi à le faire avec cependant quelques petites faiblesses, mais voilà, on est sur un film d'exception qui respecte extrêmement bien le lore du Seigneur des Anneaux, qui explique le pourquoi du comment du gouffre de Helm. On aura un peu de fanservice, mais moi c'est ce que je dis souvent, en particulier concernant le Seigneur des Anneaux, je suis preneur, en particulier si c'est bien amené. Et là, c'est excellemment bien amené. Voilà, donc c'était un petit peu cette rétrospective sur le film, ce petit bilan qu'on pouvait en tirer, les défauts, les faiblesses qu'on a pu voir. Vous me direz également du coup ce que vous en pensez, en particulier pour l'arc concernant le roi, là, il y a des trucs que j'ai pas totalement bien saisis. Et moi je vous dis du coup à la prochaine. N'hésitez pas à liker et vous abonner pour de prochaines vidéos, et moi je vous dis à la prochaine.